Coucou les arcanes, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et on va faire le traditionnel mid-year FreeCAD book tag, ou je ne sais pas dans quel ordre vont les mots. C'est un tag littéraire qui permet de faire une petite rétrospective sur les 6 premiers mois de l'année. Que s'est-il passé finalement dans la vie de lectrice de la livremantienne? Bah pas grand chose, mais j'ai quand même des choses à vous dire. Alors j'ai repris ce tag littéraire, mais j'ai un peu squeezé certaines questions qui ne m'allaient pas parce que je ne savais pas quoi répondre. J'ai aussi réagencé un petit peu l'ordre des questions pour que ça corresponde un peu à ce que j'ai envie de faire au niveau de ma vidéo. Bref, je me suis approprié la chose, mais vous allez globalement retrouver les mêmes questions que d'habitude. Pour commencer avec les statistiques, combien de livres j'ai lu jusqu'à fin juin 2025? Alors le mois de juin n'est pas tout à fait terminé quand je tourne cette vidéo, on est le 24 juin. Mais autant vous dire que mon mois est plutôt catastrophique puisque j'ai lu au total au cours du mois de juin 2 livres. Voilà. Bref, au total, si je devrais compter tous les livres que j'ai lus jusqu'à présent, tout genre confondu, tout format confondu, j'en suis à 60. Et en termes de romans purs et durs, je suis à 30 livres lus, ce qui correspond à un total de 13 477 pages et un total de 14h30 d'écoute d'audio. Donc ouais, si on voit que j'ai une moyenne à peu près de 5 livres par mois, le mois de juin, ça a été complètement catastrophique, mais en même temps, quand on a une panne de lecture, on ne peut rien y faire. Mine de rien, c'est au niveau des genres et du lectorat cible des livres que je lis que j'ai vu quand même une certaine évolution, et surtout par rapport à ce que je disais il y a un an. À cette même période, en 2024, je disais que je voulais changer un petit peu le ton que je donnais à ma chaîne, c'est-à-dire réduire drastiquement la young adulte au profit de la fantasy et romantasy beaucoup plus adulte. Et on voit finalement que ça se ressent dans les lectures sur en tout cas le premier semestre de 2025, puisqu'on est avec beaucoup plus d'adultes avec 53,1%. Alors à savoir que ce que je lis, notamment en termes de romantasy, il y a des scènes spicy à l'intérieur, et quand moi j'ai une scène comme ça, je le catégorise directement en adulte. Mais même au niveau des protagonistes que je retrouve finalement dans mes romans, je trouve que c'est des protagonistes qui sont beaucoup plus adultes, et je me lasse en fait finalement de tout ce qui est plus jeune. Donc je vois vraiment une évolution en termes de lecture. Pour les genres par contre, sans surprise, c'est un petit peu les thématiques de ma chaîne à vrai dire, mais on a la fantasy en tête avec 37,5%, donc ça reste quand même plutôt pas mal puisque l'autre genre qui le suit, il s'agit de la romantasy avec 31,3%. Les autres genres que je lis, c'est un petit peu de tout, voilà, c'est par-ci par-là, un thriller, de l'horreur, de la science-fiction, voilà, c'est un petit peu éparpillé, mais on a quand même ces deux blocs qui se distinguent dans mes genres de lecture préférés, et c'est carrément le thème de la chaîne. Je pense que si vous êtes ici, c'est que vous êtes intéressé au minimum par la fantasy ou la romantasy, à moins que ce soit pour ma belle personnalité. En vrai, je suis quand même assez contente de ces chiffres-là, parce que s'il y a un an et quelques, on va dire, j'étais à peu près à 10-13 livres par mois, on voit que j'ai diminué, mais de moitié finalement, mon rythme de lecture. Et je pense que ça se justifie aussi par rapport au fait que non seulement j'ai trouvé un travail à 100%, mais je me suis beaucoup donné sur les réseaux sociaux, parce que j'ai essayé de garder en fait le même rythme que je produisais finalement quand j'étais au chômage, sauf que je ne peux pas et je suis en train de m'épuiser. Mon temps libre passe dans la création de contenu et pas finalement dans la lecture, qui est quand même ce qui fait vivre cette chaîne, parce que c'est avec la lecture que j'alimente finalement mon contenu. Et donc c'est là aussi où j'ai un petit peu merdé, on va dire, sur mes objectifs de début d'année, c'est que l'organisation en termes de création de contenu, c'est pas trop ça. J'aimerais bien y travailler pour le deuxième semestre 2025, et surtout j'aimerais bien réduire un petit peu la cadence pour pouvoir me permettre de lire plus et de profiter aussi en dehors de la lecture. Je ne sais pas si c'est assez clair ce que je dis. Quoi qu'il en soit, je dis pas que je vais abandonner les réseaux, loin de là, mais peut-être que je vais réduire à une vidéo par semaine, et potentiellement, de temps en temps, je ferai une seconde vidéo. Mais je trouve que c'est quand même un rythme très soutenu de faire 2 vidéos à peu près de 20-30 minutes 2 fois par semaine. En ayant un travail à côté, je suis incapable de faire ça. C'est pour ça que j'ai aussi coupé d'autres réseaux sociaux sur lesquels j'étais, parce que je suis incapable de produire autant. Donc voilà, peut-être qu'en ayant réduit cette création... Qu'est-ce qui t'arrive toi ? Bah oui, elle a eu sa pâtée, elle est contente. Donc peut-être en ayant réduit cette création de contenu, j'arriverai à un peu plus lire, à voir. J'ai un peu des doutes. Je ne ferai pas un point sur mes sagas en cours, terminées ou commencées, parce qu'on voit très bien que c'est une catastrophe et je ne tiens pas du tout mes objectifs là-dessus. J'ai beau dire des choses, je ne les fais pas, donc on se garde ce truc-là pour la fin de l'année. Ou plutôt accessoirement début de l'année prochaine. Je ne perds pas espoir d'arriver à me mettre à jour dans mes sagas.
et d'en conclure un maximum. L'espoir fait vivre. Je passe maintenant aux questions donc du tag littéraire dont je ne me risquerai plus à prononcer le nom. Comme je disais, j'ai un peu réagencé les questions, j'en ai supprimé certaines et je vais commencer donc avec la question qui est la meilleure suite de saga que j'ai lue. J'en ai deux à vous présenter. Le premier, je l'ai pas en ma possession parce que je l'ai prêté à une amie et je suis assez surprise finalement du rendu de ma lecture, on va dire. Disons que j'avais un peu des appréhensions parce que le premier tome a été un immense coup de cœur et je me suis dit le tome 2, c'était tellement particulier ce tome 1, comment on peut continuer à faire autant particulier, autant déjanté avec autre chose et surtout avec de nouveaux personnages, puisque j'ai positionné ici en meilleure suite de série, la balade fabuleuse de Twyla Frank de Megan Bannon, qui est la suite directe de la balade funèbre de Arte Merci. C'est une suite directe, mais avec des autres personnages, donc c'est vraiment des tomes complémentaires, et il faut bien lire le tome 1 avant de passer au tome 2, sinon vous êtes complètement spoilé, et je pense même que vous n'allez pas comprendre l'univers. Quoi qu'il en soit, très surprise finalement d'avoir autant aimé ce tome 2, parce que on est toujours dans un esprit très déjanté, très loufoque, avec ces personnages hauts en couleur et des personnages en plus qui sont radicalement différents du tome 1 puisqu'on est avec des personnages déjà âgés autour de la cinquantaine il me semble. On n'est plus sur un Enemies to Lovers mais un Friends to Lovers et le fait que ce soit des personnages plus matures, eh bien on n'a pas les mêmes enjeux, on n'a pas non plus la même personnalité et la manière d'interagir avec les autres. On a déjà un certain passif au niveau de ces personnages-là qui traînent, j'ai envie de dire, un peu leur casserole, mais c'est surtout que ce sont des personnages qui sont truffés de cicatrices aussi. Et j'ai beaucoup aimé le duo Twyla et Frank qui se portent chacun à leur manière dans une vibe de positive attitude. Vraiment, j'ai adoré les deux personnages, j'ai adoré l'intrigue. Et puis en même temps, on va retrouver un dragon rose qui crache des paillettes, les gens. Rien que ça, on peut que se diriger vers cet univers-là. Et même au niveau de l'intrigue, vous n'allez rien anticiper. Parce que c'est pas une intrigue qu'il faut prendre au sérieux, justement. C'est quelque chose de très léger, de tout doudou, de tout réconfortant aussi. Mais en même temps, il y a ce côté drôle qui ressort au travers des pages. Et j'ai adoré donc ce tome 2. Je pense que vous l'avez compris, j'ai eu un immense coup de cœur pour ce tome-là. Et ce livre est fabuleux. Le deuxième livre que j'ai positionné en tant que meilleure suite de saga, et là je pense que ça porte assez bien son titre, puisque le tome 1 était une bonne entrée en matière, on va dire, dans la trilogie, mais ça n'a pas été mon tome préféré, on va dire. Je trouve que c'est pas l'apothéose, comme ça peut l'être dans Et ils vécurent malheureux à jamais de Stephanie Garber, donc qui est le deuxième tome de la trilogie Il était une fois un cœur brisé. Et j'ai beaucoup aimé ce roman-là parce que vraiment je trouve que c'est le meilleur de la trilogie. Le tome 3 encore, on retombe sur quelque chose que moi j'ai pas aimé en termes de tropes. Donc c'est un peu, on va dire, fait retomber le soufflet. Voilà, si je devrais utiliser une métaphore. Mais alors, ce tome 2, il a été tellement addictif, je pouvais pas lâcher mon roman, je me couchais parfois à 1h, 1h30 du matin pour pouvoir continuer à lire. Ça fait un très long moment que je n'avais pas eu ce sentiment addictif pour un livre. Ça me l'a fait aussi donc avec Twyla et Frank. C'est plaisant d'avoir cette attraction pour un livre justement où on n'a pas envie de quitter les personnages, on n'avait pas envie de quitter l'univers, on veut en apprendre plus, on veut vivre avec eux et c'est ça que j'aime bien dans les romans. Moi en tout cas, ce qui détermine si c'est un coup de cœur ou pas, c'est les émotions que me procure le roman, savoir si je vais vivre des émotions fortes. Et le fait de ne pas pouvoir lâcher le roman, clairement, c'est une émotion forte. Et dans ce deuxième tome, je trouve qu'on est encore plus poussé en termes de world building, de personnages secondaires, principaux, de romance, parce qu'on est bien sûr ici dans une romantasy. Petit aparté, mais étant donné que j'ai beaucoup de livres à vous présenter, je ne vais pas non plus vous faire un résumé de tous ces livres-ci. Vous avez mes updates lecture sur ma chaîne, donc allez-y, il y a une playlist. Donc oui, je disais, je trouve que c'est un peu l'apothéose de cette trilogie-là en termes d'histoire, de world building, de personnages et surtout de romance. C'est ça qui m'a bien tenue en haleine, mais ça vient pas éclipser tout le reste, je trouve. Et la dynamique entre Evangeline et Jax dans ce tome-ci, elle est pipite. Je dis pas en termes d'apothéose de romance qu'on est sur une romance qui est conclue, c'est pas ce que je suis en train de dire et je vais pas vous spoiler donc je vais rien vous dire, mais c'est vraiment on atteint un autre step et ça renforce en fait le duo Evangeline et Jax et j'adore. C'était trop bien, donc ça fait partie clairement des meilleures suites de saga et je pense que c'est même le meilleur tome de la trilogie, du moins pour moi. La seconde question, c'est une nouveauté de ce début d'année que j'ai hâte de lire. J'en ai positionné deux là encore et je pense que l'un d'entre eux ne sera une surprise pour personne puisque Lumen a sorti une dernière parution de mon autrice préférée, Vi Schwab, et j'ai reçu donc Quand nos os retourneront à la terre. J'adore la couverture, franchement je préfère carrément le brochet au relié en termes de design, de couverture, franchement je préfère carrément celui-ci. Donc je suis très contente de l'avoir reçu en brochet et surtout que ce livre-ci, normalement,
il va plaire aux fans de La Vie invisible d'Addie LaRue. Ça fait partie aussi de mes livres préférés avant de rencontrer l'Empire du vampire et avant de rencontrer un certain roman dont je vous parlerai aussi en fin de vidéo. Parce que oui, normalement, ce tag littéraire commence avec ma meilleure lecture depuis le début de l'année. Et autant vous dire que là, il va y avoir des surprises, les gens, parce que je ne sais pas si cette lecture ne va pas détrôner l'Empire du vampire de J. Christophe, rien que ça. Donc on en reparle en fin de vidéo. Pour en revenir à V.E. Schwab et sa dernière parution, Quand nos os retourneront à la Terre, on est sur un style, je pense, très contemplatif avec des bonds dans le passé. C'est pour ça que je pense qu'on fait référence à La Vie invisible d'Addie LaRue, c'est-à-dire qu'on va naviguer dans le temps et l'espace puisque nous sommes avec des vampires. On commence l'histoire en tout cas avec Alice, qui est une jeune étudiante à l'université, qui va passer la soirée à faire la fête. Elle va ramener chez elle une jolie jeune demoiselle qui, ma foi, va la transformer en vampire et se barrer le lendemain. Et l'idée va être de retracer ce parcours pour comprendre d'une part pourquoi elle a été transformée, qui est cette personne-là, ce qu'a vécu cette personne-là, et on va être avec un trio, comme on le voit sur la couverture, un trio de vampires qui vont avoir une romance entre elles. Donc effectivement, nous sommes sur des romances FF pour le coup. Donc je suis très impatiente de le lire. Ma seule hantise, on va dire, c'est que ça fait 750 pages, donc c'est très gros. Mais La Vie invisible d'Addie LaRue, je l'avais dégommé aussi alors qu'il fait à peu près le même nombre de pages. Donc je suis quand même assez impatiente de le découvrir et assez confiante aussi, mine de rien. Le second livre, là c'est une récente parution aussi des éditions Sabran que je vous ai présenté dans ma vidéo de pioche à lire de l'été. Il s'agit de quoi déjà? Le Dieu et la Gummio de Sophie Kim, donc publié aux éditions Sabran. En vrai, je ne sais pas s'il sort pas en juillet, j'en ai plus aucune idée. Soit c'est en juin, soit c'est en juillet, mais on va considérer que comme il est déjà dans ma pile à lire, c'est sur les 6 premiers mois de l'année. Donc c'est une récente parution qui me fait extrêmement envie, comme vous le savez, sûrement si vous me suivez sur les différents réseaux sociaux, je suis en grosse panne de lecture du coup depuis début juin à peu près. Et là je commence à me ressentir motivée et surtout à lire des livres qui me font vraiment envie et celui-ci me fait extrêmement envie dans l'immédiat, donc je pense que ça va être ma prochaine lecture vu que je viens de terminer un roman. On est avec Kim Annie qui est une Gummio assez célèbre qui vit en Corée du Sud. Et pourquoi elle est célèbre? Parce qu'elle est surnommée la renarde écarlate. Et vous allez me dire, mais quel surnom fabuleux! Pourquoi a-t-elle ce surnom-là? Eh bien, elle a dévoré un très grand nombre d'hommes et on lui a demandé aussi accessoirement de faire profil bas pour le moment. Je sens qu'elle va bien me plaire cette dame. Quoi qu'il en soit, désormais, elle travaille comme barista, mais elle déteste le café. Mais vraiment, c'est une boisson qui la répugne. Et à côté de ça, nous avons le dieu de la malice qui, quant à lui, voue un culte à cette boisson chaude. Le café pour lui, c'est sacré et je ne peux que le comprendre. Sauf qu'il en a un petit peu marre que sa serveuse lui rate à chaque fois sa boisson. Donc ça va commencer un petit peu à s'échauffer entre les deux. Vous l'avez compris, les deux se retrouvent en fait au sein de ce café et je sais pas trop ce qui va se passer, mais en tout cas, rien que la dynamique qui se profile à l'horizon, moi ça me donnait super envie, donc je pense que ça va être une de mes prochaines lectures. Donc voilà. La sortie que j'attends le plus pour 2025, alors c'est pas annoncé et ce n'est que des suppositions. Là je vous dis quelque chose mais c'est vraiment des hypothèses que je fais parce que j'en parle un peu à gauche et à droite. La sortie que j'attends le plus, je pense que ce sera une surprise pour personne. Il s'agit du tome 3 et fin de la trilogie L'Empire du vampire de J. Christophe. Pourquoi je prends vraiment tout ceci avec des pincettes? C'est parce que ça n'a pas du tout été annoncé par la maison d'édition. Ils n'ont rien laissé fuiter. C'est juste sur le compte de J. Christophe. Le tome 3 est attendu pour novembre 2025 si je me trompe pas. Et je suppose que, étant donné que De Saxus a fait la sortie simultanée en France de la traduction en même temps que la parution en VO du tome 2, pourquoi ne ferait-il pas pareil pour la sortie du tome 3? Donc c'est pour ça que je suis quand même assez confiante sur la parution de ce tome 3 pour la fin de l'année. Je l'espère en tout cas, parce que comme vous savez, c'est mon livre préféré, L'Empire du vampire. C'est une trilogie que j'adore, c'est vraiment un univers qui me met à mal, mais j'aime bien, que voulez-vous, hein? C'est incompréhensible, je le sais, mais il n'y a pas de logique chez moi. Donc effectivement, c'est la sortie que j'attends le plus d'ici la fin de l'année et je croise vraiment les doigts pour l'avoir. Et là, j'ai regroupé 2 questions en une. Il s'agit de mon plus beau livre acquis depuis le début de l'année et en même temps ma plus grosse déception.
et je crois que je suis obligée de le mettre, ça va aussi peut-être en choquer certains, mais je suis vraiment obligée de mettre Le Trône des Dieux Brisés de Amber Vinicol, donc c'est le tome 2 de Gods and Monsters. Je le trouve déjà magnifique, je l'ai toujours dit, les éditions Bookmark font vraiment de très très beaux livres. Je trouve vraiment que c'est des livres qui sont très bien finis parce que vous avez une superbe couverture d'une part, mais vous avez vraiment des reliefs avec des dorures, un jaspage hyper travaillé. Et pourquoi je mets un livre Bookmark? Pas parce que c'est une de mes sagas favorites, mais plus parce que vous avez vraiment des illustrations à chaque fois à l'intérieur. Vous en avez en couleur au début, une carte à la fin. Je vous montre celle-là parce que ça spoil pas, mais vous avez des illustrations en couleur à la fin. Vous avez aussi des illustrations à l'intérieur. Donc je trouve que c'est vraiment un livre qui, en termes d'objet livre, est très abouti. Donc je suis obligée de le mettre ici en termes de plus beau livre acquis, mais je le mets aussi dans ma plus grosse déception depuis le début de l'année parce que oui, j'ai eu des lectures qui étaient pas ouf, j'ai même des lectures que j'ai détestées, mais si je dois prendre le sens du mot déception, c'est un livre dont j'attendais beaucoup et qui n'a pas répondu à mes attentes. Et malheureusement, ce tome 2 n'a pas répondu à mes attentes. Le tome 1 finissait vraiment sur un cliffhanger de fou. J'étais en PLS à la fin, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Et avec le tome 2, on est sur un tome de transition et c'est un petit peu le risque finalement avec ces tomes de transition, c'est que soit c'est long, soit il se passe pas grand chose, etc. Donc en soi, j'ai bien aimé ma lecture, mais je l'ai trouvée assez longue. La première partie a été franchement redondante et même si la deuxième, on est plus focus sur la romance, c'est plus agréable, il se passe plus de choses à mon sens et on arrive encore une fois sur une fin qui te met en PLS, ça rehausse le tout, mais je dois dire que j'en attendais quand même beaucoup plus et j'étais un peu déçue de ma lecture. Ça veut pas dire que c'est un mauvais livre, ça veut pas dire que j'ai détesté ce livre, bien au contraire, je l'ai beaucoup aimé, mais j'ai été franchement déçue d'avoir toute une première partie, surtout qu'il est énorme le livre. Il fait plus de 800 pages, c'est écrit petit, et il y a toute la première moitié du roman qui est franchement longue et répétitif en termes de thématique, donc vraiment c'était assez fastidieux ma lecture au début, donc c'est pour ça que je le mets dans ce côté grosse déception et c'est avec beaucoup de peine que je le mets dans cette catégorie-là. Mais il faut que je sois honnête aussi, je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus captivant dès le départ, ce qui n'a pas été le cas finalement au travers de ma lecture. Mais ça reste quand même une très très bonne saga que je vous recommande à 100%. Pour la question suivante, il s'agit de ma plus belle surprise. Je me suis développé un intérêt pour la cozy fantasy depuis que j'ai lu 2 romans. Le premier, il s'agit de La Petite Boutique de Sortilèges de Sarah Beth Durst. Je l'ai adoré, c'était trop cocooning à souhait. Il se passe pas grand chose, mais on est avec un personnage qui se perd rapidement dans ses pensées, qui passe du coq à l'âne, et c'est un petit peu dans mon style à moi, parfois d'être focus sur quelque chose et d'oublier un peu le monde qui m'entoure. C'est un peu le cas aussi avec le personnage de Kiela. On est sur des créatures fantastiques parce que ce ne sont pas des humains à la base. Kiela est décrit avec la peau et les cheveux bleus par exemple. On va retrouver des centaures, des faunes, etc. Donc vraiment, ça a été un univers incroyable, tellement réconfortant et finalement aussi tellement cosy. Et c'est au travers de ce livre-là que j'ai eu envie d'explorer un petit peu plus le genre littéraire. Et j'ai poursuivi aussi avec Rewitched de Lucy Jane Wood, qui est un autre cozy fantasy. Et là, on n'est pas du tout dans le même style parce qu'on est dans notre époque moderne à nous, à Londres, je crois. La romance n'est pas prédominante, que ça soit dans l'un ou l'autre des romans. On est vraiment sur des choses qui sont très cosy, qui vont parler de fin de famille, d'acceptation de soi, de confiance en soi aussi, et d'ouverture au monde qui nous entoure. Là, dans ce livre-ci, plus particulièrement, on est avec des sorcières, dont une en particulier qui va devoir passer des épreuves magique et on va avoir une relation intergénérationnelle qui est absolument touchante et une prise de confiance en soi aussi qui est très inspirante, je trouve. Donc ouais, au travers de ces 2 livres-là, à l'endroit c'est mieux. Au travers de ces 2 livres-là, j'ai découvert la cozy fantasy un petit peu plus en détail. J'ai dû en lire une fois de temps en temps, mais c'est vraiment ces 2 livres-là qui m'ont poussé un intérêt assez particulier pour ce genre littéraire, donc grande surprise parce que vous me connaissez, moi j'aime généralement ce qui est sanglant, déchirant et tout ce qui s'ensuit, et là je vous parle de tout mignon, tout cosy. Quoi qu'il en soit, c'est pourtant véridique, j'ai passé un très bon moment de lecture et je m'intéresse de plus en plus à ces styles-là de cozy fantasy. Pour vous dire, j'ai dans ma pile à lire aussi Legend and Latte que j'ai envie de lire prochainement. Donc voilà, très surprise de me découvrir finalement un intérêt pour un autre genre littéraire, j'aurais jamais misé sur la cozy fantasy et pourtant
Me voici. On va passer maintenant sur un livre qui m'a fait pleurer et j'en ai mis 2 également parce que j'ai pas pu les dissocier. Ce sont 2 livres totalement différents, mais radicalement différents. Il n'y a pas plus opposé en termes de lecture, mais les 2 m'ont fait chialer. Le premier, il s'agit du Manoir de Castle Cats, le tome 3. Il y a une scène qui est particulièrement touchante, déchirante et c'est tout l'après, comment c'est amené en fait et ça m'a mis les larmes aux yeux. Encore une fois, c'est un tome 3, donc je vais pas vous dire ce qui se passe parce que c'est un petit peu spoilant, même beaucoup. Mais voilà, le tome 3 du Manoir de Castle Cats est très fort parce qu'on atteint un degré de maturité sur les chats qu'on suit depuis le tome 1. On a vraiment ce passage de l'âge adulte avec des événements qui surgissent, des événements très menaçants aussi, qui obligent finalement nos félins à grandir plus vite que prévu dans un sens. Et tous les événements qui se passent sont très bouleversants pour eux, alors que ce sont encore... des petits félins, des chatons quoi, limite. Alors bien sûr ça grandit, mais ils sont encore tout petits, tout innocents et tout fragiles. Mais on les voit prendre en assurance, on les voit gagner justement aussi en carapace, on va dire. Parce que si vous vous en souvenez, on est avec donc la brume qui est un événement magique qui menace les félins et qui est quand même assez mortel. Et dans le tome 3, donc le temps des brumes, qui est synonyme du printemps dans le sens où c'est l'éclosion et en même temps l'arrivée de cette menace, là ça prend tout son sens dans ce tome 3. Donc oui, je vous cache pas qu'à plusieurs moments, j'ai versé ma petite larme. Le second livre qui m'a fait pleurer, tous ceux qui l'ont lu vont se retrouver dans un certain passage. Il s'agit de Crescent City de Sarah J. Maas, le premier tome. Ça a été ma première lecture de l'année 2025. Donc oui, j'ai commencé mon année avec un livre qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. Je pense que vous connaissez tous Crescent City. C'est un livre en plus qui est assez riche et complexe. Donc je vais pas me risquer à vous résumer ce livre-là. En tout cas, j'ai beaucoup aimé justement Crescent City, le premier tome. Ça a été aussi un petit coup de cœur. J'ai beaucoup apprécié ma lecture. Ça a été très émouvant parce qu'en même temps, je trouve qu'avec des livres qui sont des pavasses comme ça, tu t'attaches à tout ce qui se passe et tu as le temps finalement de te plonger dans l'intrigue, tu as le temps de bien comprendre ton environnement et d'être dans l'environnement en fait. Ce qui fait que moi je suis tout simplement beaucoup trop empathique et beaucoup trop sensible. J'ai la larmichette facile en fait, on va dire. Mais voilà, je vais pas m'attarder davantage sur ces explications de pourquoi ces livres m'ont fait pleurer parce que de toute façon ça peut être rapidement spoilant, donc on va éviter. La question suivante, c'est quel livre je veux absolument lire avant la fin de l'année. Je sais pas si vous vous souvenez un petit peu des vidéos challenge qu'on fait tous en début d'année pour dire je veux lire tel livre pour 2025, je me fais ma pile à lire pour 2025. Bref, je suis pas passée à côté. Je me suis moi-même fait des petites piles à lire. J'ai fait une vidéo de 12 livres justement un petit peu en mode random. Mais j'ai surtout fait une vidéo avec mes 6 reliques de piles à lire que je voulais lire d'ici la fin de l'année, sinon ça dégageait. Et j'ai pas envie de me séparer de ce livre-ci, donc vraiment, je tiens à lire avant la fin de l'année La Guide des Ombres, le premier tome, partie 1 de Anatrice. Donc c'est Le Don de Mort. Le truc, c'est que c'est une relecture à vrai dire parce que j'avais déjà lu ce tome-ci en lecture audio, mais étant donné que c'était au travail, que je faisais d'autres choses en même temps, j'ai eu du mal à me situer entre les passages qui relevaient du passé et les passages qui étaient au présent. Donc ouais, un petit peu complexe, surtout que le world building est assez riche et j'ai envie de comprendre tout ce qui se passe dans ce monde-là. J'ai envie de comprendre tous les tenants et les aboutissants, donc j'ai vraiment envie de faire un effort et de lui laisser une chance à cette saga, d'autant plus que c'est la saga favorite de Johanna de la citadelle de mes lectures, donc forcément je veux le lire, mais aussi et surtout je pense que c'est totalement le genre de roman qui peut me plaire puisqu'on est sur de la dark fantasy adulte avec des assassins redoutables et machiavéliques. On va suivre Panama qui va rentrer dans une école d'assassins, elle va être apprentie pour tout du moins les premiers tomes ou le premier tome. Des complots politiques bien évidemment, des trahisons et tout ce qui s'ensuit. Je fais confiance à la plume d'Anatrice pour nous embarquer dans une aventure folle, épique et aussi caliente parce que mine de rien je sais que la romance va prendre une place aussi dans cette intrigue là. Je sais que les scènes de smut vont prendre aussi beaucoup de place dans cette saga. J'espère que ça ne sera pas trop pour moi. Je suis assez confiante. Je pense que ça peut vraiment me plaire, ces romans. Donc je suis franchement impatiente de le lire. Faut juste que j'arrive à me trouver du temps. Je dis ça pour beaucoup de livres, mais vraiment celui-ci, je n'ai pas envie de passer à côté cette année. Et on arrive enfin, les amis, à la toute dernière question de ce tag littéraire qui va venir aussi marquer une conclusion à cette vidéo et à cette rétrospective depuis le début de l'année. Il s'agit
de ma meilleure lecture sur les 6 premiers mois de 2025. Il y a tout un contexte qu'il faut que je vous explique. Mais juin, ça a été vraiment une catastrophe. J'étais franchement en panne de lecture. Je pense que c'est aussi parce que je lisais un livre qui me tentait pas, même si c'était du J. Christophe. On en reparlera dans une autre vidéo update. Mais c'était pas ce que j'avais envie de lire sur le moment et je me forçais à lire ce roman-là pour X ou Y raison. Et je pense que ça a accentué le sentiment de panne de lecture et rien ne me faisait envie. Jusqu'au moment où j'avais ma lecture mensuelle avec mes Patreons et ce livre-là donc a été désigné. Donc la lecture commence, je lis le roman. Et alors là, ça a été fabuleux. Autant vous dire qu'au début, j'étais moyennement dedans, mais je me suis dit, ça part très bien. Ça part bien, j'aime beaucoup ce qui se passe. C'est assez violent dès le début, on parle de thématiques assez trash et tout, vous me connaissez. Moi, quand ça commence comme ça, il y a de fortes chances que ça matche. Eh bien, figurez-vous que ce livre, je l'ai dégommé. J'ai lu 694 pages en quelques jours à peine. Je l'ai enchaîné, j'ai pas du tout respecté le découpage de la lecture commune. Si bien que ce livre a été un immense coup de cœur, peut-être bien ma meilleure lecture de l'année, mais aussi mon livre préféré, au-dessus ou au même niveau que l'Empire du Vampire de J. Christophe. Et ce qui est très drôle, c'est que du coup, coup de cœur phénoménal, je suis tombée en panne de lecture juste après. Ben oui, la fameuse panne de lecture post-coup de cœur. Donc oui, effectivement, ça ne m'a pas aidée, mais quoi qu'il en soit, ce livre-là, il s'agit de L'Ange de la Nuit de Brent Weeks, le premier tome, La Voix des Ombres. Je n'ai donc pas eu l'occasion de vous en parler encore en update lecture, il y en aura d'ailleurs pas en fin de mois parce que 2 livres, c'est pas assez pour vous faire une vidéo, donc je vais revoir l'agencement de mes vidéos update lecture. Quoi qu'il en soit, ce livre-ci, mais lisez-le les gens, vraiment. Si vous aimez la dark fantasy avec des assassins, où on va suivre un apprenti qui va être pas gâté par son maître et par la vie, tout simplement. Il y a un petit air de l'Assassin Royal, moi, qui m'a beaucoup plu, dans le sens où on va suivre un enfant tout d'abord, et on va le voir évoluer au fur et à mesure du temps et des années, jusqu'à devenir un adulte. Et à l'exception de tous les autres livres, du coup, que je vous ai présentés, je vais vous faire un résumé de celui-ci. On est avec Azoth, qui est un jeune orphelin âgé de 11 ans, il me semble, au début du roman. Il fait partie d'une sorte de gang qui est au beau milieu de plein d'autres gangs qui régit, on va dire, le quartier pauvre de la ville. Il y a une entité un petit peu au-dessus qui vient contrôler, on va dire, tout ce qui est bas-fond, voilà. Quoi qu'il en soit, notre cher Azoth, il a 2 amis, un garçon et une fille, un garçon qui s'appelle Jarl et une petite fille âgée de 8 ans qu'il prénomme Poupée, elle est muette. Et ensemble, ils essaient de survivre tant bien que mal, même si le leader de ce fameux gang dont il fait partie leur demande toujours plus d'argent et s'il ne ramène pas la somme demandée, eh bien, il tabasse du coup ses enfants. Savoir que ce leader est âgé d'à peine de 16 ans. Et notre cher Azoth, il en a marre de cette vie, il en a marre justement de la misère, il en a marre de se faire insulter, rabaisser et tabasser aussi par cette espèce de leader. Et surtout que ce leader-là, eh bien, il a une dent contre Azoth et il déverse un peu sa haine sur ses amis parce qu'il sait que c'est son point faible. Donc il se fixe un objectif en tête pour pouvoir sortir de la misère, lui et ses amis, pour pouvoir s'émanciper financièrement aussi de cette espèce de gang. Il veut devenir l'apprenti du meilleur assassin de tous les temps. Et cet assassin-là, il se nomme Durzoblint. Durzoblint, c'est donc un assassin qu'on appelle un pisculotte. Alors c'est très drôle, je m'attendais pas du tout à cette appellation-là pour cet assassin, mais c'est la crème de la crème. Faut voir ça comme un titre honorifique d'excellence et d'armes redoutables à l'état pur. Durzoblint, c'est donc le meilleur, il n'y a pas plus, il n'y a pas au-dessus de lui. Et chacun de ces assassins-là possède ce qu'ils appellent un don. Quoi qu'il en soit, c'est l'objectif d'Azoth, il veut devenir son apprenti. Sauf que Durzoblint, lui, ne veut pas d'apprenti. Il n'en a jamais voulu, parce que lui, il part d'un principe fondamental qu'il tient depuis toujours. L'assassin parfait n'a pas d'amis, il n'a que des cibles. S'attacher veut dire avoir une faiblesse, et donc avoir une faiblesse, ses ennemis peuvent l'utiliser contre lui. Et donc toute la première partie va s'orienter un petit peu sur cette relation entre les deux, de savoir s'il va devenir son apprenti, qu'est-ce qu'il va lui demander, parce que bien évidemment, il y a une contrepartie, et Azoth va devoir en payer le prix s'il veut devenir son apprenti. Attention au trigger warning dans ce livre-là, parce que nous sommes pas avec une parution qui est récente, donc forcément, il n'y a pas les trigger warnings qui sont renseignés dans le livre. Rien d'insurmontable, encore une fois, mais on est sur un environnement dark. Donc forcément, on va avoir des mentions de choses très sensibles qui concernent aussi les enfants. Rien n'est décrit, cela dit, en ce qui concerne les enfants. On
on ne décrit pas. Vous pouvez le lire sans souci, moi personnellement je l'ai lu sans souci. Par contre, c'est un univers avec un world building extrêmement bien construit, vous avez des personnages secondaires qui sont autant développés que les personnages principaux, ils tiennent une place essentielle dans l'intrigue, ils jouent même un rôle décisif et j'ai adoré tout ce qui gravite autour de la magie, des assassins, de notre duo principal. Rien n'est laissé au hasard, rien n'est laissé non plus de côté et c'est quelque chose de très riche en termes d'intrigue et je trouve ce roman absolument fabuleux. On est avec des anti-héros forcément, surtout en ce qui concerne Durzo Blint, donc le meilleur assassin. Azoth a conservé cette part d'humanité et c'est ça qui lui fait défaut dans son rôle d'apprenti. Donc encore une fois, tout revient à la même phrase, l'assassin parfait n'a pas d'amis, il n'a que des cibles. Et c'est un petit peu sur ça que va graviter ce premier tome, dans le sens où jusqu'où on est prêt à aller pour devenir donc un assassin et se couper finalement de tout ce qui fait ce qu'on est aujourd'hui. C'est beaucoup de questions comme ça sur ce à quoi on est prêt à renoncer. Et puis bah forcément on commence avec un garçon qui a 11 ans. C'est difficile en fait justement d'avoir un raisonnement comme ça et d'autant plus d'avoir un raisonnement d'adulte. Que de révélations, que de péripéties. Bien évidemment on est mis à mal aussi, que ce soit au début, au milieu, à la fin. Un roman qui vous procurera des sensations fortes, j'en suis sûre, parce qu'il se passe énormément de choses. Bref, je vous recommande vraiment La Voix des Ombres. C'est un livre pépite et vraiment ça devient un de mes livres préférés, ça c'est sûr. Et voilà les arcanes, nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous de votre côté, quelle a été votre meilleure lecture depuis le début de l'année. Et si vous ne savez pas quoi mettre, je vous invite à mettre un emoji de soleil parce que je ne serai rien sans mon ventilo. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!